Bonjour à tous. Là, nous sommes avec le professeur Eto, live, qui est l'un des savants africains qui va nous donner une solution ou une batterie de solutions aux problèmes de pandémie en Afrique. Bonjour, professeur Eto. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et vous avez 40 minutes pour nous parler de vos travaux et de vos résultats. Bon, c'est toujours difficile à quelqu'un de se présenter parce que surtout quand on a plusieurs casquettes. Je m'appelle Bruno Eto. Je suis d'origine du Cameroun. Je suis français, je vis en France. Je suis professeur en sciences du médicament. Et en même temps, je suis le directeur des laboratoires TBC. Le laboratoire TBC, c'est un laboratoire pharmaceutique. On a des représentations en Afrique, donc le Cameroun. On a aussi des représentations au Congo. On a des représentations un peu partout. Donc, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Burkina Faso. On est installé aussi en France et au Canada. On est au Québec, au Canada. Je suis aussi le cofondateur de DACN International, qui est basé au Cameroun, en France et aux États-Unis. Et les gens me connaissent beaucoup parce que je suis le fondateur de Epsilon Santé International, qui est une ONG avec pour but la promotion de la santé. Et donc, on est présent dans 25 pays. En guise de présentation, je pense que c'est des choses de plus simples. Donc, dans mon domaine de recherche, parce qu'on me connaît aussi dans le domaine de recherche, j'ai plus de 25 brevets, dont 26 brevets exactement, d'invention. J'ai à peu près 55 autorisations de mise sur le marché de compléments alimentaires et de médicaments en Europe et en Afrique. Je suis membre de 18 sociétés savantes. J'ai détenteur de 6 prix internationaux, dont le prix de l'ONU et le prix Galien Afrique. Je pense que c'est le résumé de ma présentation. OK. Vous pouvez engager avec l'objet de votre conférence d'aujourd'hui. Alors, ma conférence d'aujourd'hui, c'est une conférence qui s'adresse exclusivement à l'Afrique. Alors, on l'a intitulée « Vers une solution africaine ». Pourquoi vers une solution africaine? C'est que depuis des siècles, les Africains attendent toujours des solutions qui viennent de l'Europe. Quand il y a la crise, tous les Africains se retournent vers l'Europe pour regarder ce que l'Europe va faire. Et ça a toujours marché jusqu'au moment où nous avons le Covid-19, qui est causé par un virus SARS-CoV-2, dont les Européens n'ont pas de solution. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui meurent plus en Europe qu'en Afrique. Et donc, pour une fois, les Africains se retrouvent avec les frontières fermées et leur maître, qui est l'Europe ou les États-Unis, n'a pas de solution. Et qu'est-ce qu'il faut faire, la solution? Et c'est là que les Africains découvrent que, mais en fait, la solution n'est pas forcément en Europe. La solution n'a jamais été en Europe ni aux États-Unis. Et que le problème de l'Afrique, la solution se retrouve en Afrique. Je vais un peu faire l'historique, je vais parler dans les détails. 90% des Africains ne savent pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si vous allez en Afrique, demandez aux Africains, est-ce que vous pouvez nous donner le berceau de l'humanité? Ils ne sauront pas que c'est l'Afrique. 90% des Africains ne savent pas que la technologie qui nous permet d'avoir les ordinateurs, d'avoir les portables, d'être sur Facebook, d'envoyer les fusées à la Lune, c'est une technologie qui est née en Afrique. Les mathématiques binaires, 0 et 1. C'est avec le 0 et le 1 qui est né en Afrique qu'on peut programmer les satellites. Pire que ça,
90% des Africains ne savent pas que si nous avons des GPS aujourd'hui pour la géolocalisation, c'est la géométrie triangulaire qui est née au Congo. On ne leur a jamais dit ça. Et donc, je peux multiplier des exemples. Mais ce qui est encore grave, et c'est même grave pour nous, c'est que la médecine du futur que les Américains vont adopter, que les Européens ont adopté, que les Asiatiques ont adopté, cette médecine, c'est les bases de la médecine africaine. Et donc, on va nous faire croire dans bientôt ce que la médecine du futur, telle qu'il a été dictée en Europe, c'est une médecine européenne, alors que c'est une médecine africaine. Et donc, alors la question se pose, on se pose toute la question en disant que, écoute, vous les Africains, les intellectuels africains, vous savez tout ça, vous savez tout ce qui s'est passé, l'histoire de l'Afrique, vous la connaissez, les difficultés de l'Afrique, vous connaissez les difficultés d'Afrique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Est-ce que vous avez des solutions pour sortir de l'Afrique de cette situation? Bien sûr que les gens connaissent des stratégies. Bien sûr, les gens vont vous dire qu'on connaît tout ce qui se passe. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas utiliser la théorie du complot. Le complot a fait ceci. Donc, l'Africain a toujours joué le rôle de la victime. Et pour jouer le rôle de la victime, il faut un bourreau. Parce que sans bourreau, la victime n'existe pas. Et le bourreau a toujours été l'Occident, les États-Unis, l'Europe. Le bourreau fait son travail. Et l'Afrique, qui se fait victime tout le temps, je pense qu'il est temps aussi de jouer un peu au bourreau et les autres, le rôle de victime. On a la possibilité de le faire, on a les moyens de le faire. Je pense que parfois, ce n'est pas nécessaire d'aller dans la confrontation directe, mais de trouver des solutions endogènes. Et donc, pour que l'Afrique se développe, et tous les experts vous le diront, ils vous diront qu'il faut 3 choses. Et ils vont le crier à tout temps. C'est que, 1, il faut que nous ayons une monnaie africaine. Que nous ayons avoir une monnaie africaine pour être comme tous les autres. Mais avoir la monnaie africaine, ce n'est pas aussi simple. Parce que les autres n'ont pas voulu et ne veulent pas que nous ayons notre monnaie africaine. Et à certains niveaux, vous ne pouvez pas faire la force. On n'a pas l'armée solide, on n'a pas de bombes atomiques, on n'a rien pour tirer sur les autres. Et donc, moi je dis toujours, même si on a une monnaie africaine, pour que la monnaie africaine soit intégrée dans le monde entier, on aura affaire au Fonds monétaire international. Là aussi, on n'a pas des amis là-bas. On aura affaire à la Banque mondiale. Est-ce que la Banque mondiale veut que l'Afrique s'en sorte? Et même ça, il y a des agences de notation. Donc, ça fait aussi un poids pour que l'Afrique développe sa monnaie. On ne peut pas rester enfermé. Et donc, moi, je ne suis pas du genre à se lamenter ou à soulever des problèmes. Mon rôle aussi, c'est d'apporter des solutions. Et pour ça, nous avons créé une monnaie, la crypto-monnaie, que nous appelons le DACMI, D-A-C-M-I, une monnaie qui est déjà adoptée au niveau d'Europe parce qu'on pense que si les Européens, les Américains font le blocus et ne nous permettent pas de faire le développement de notre monnaie, de développer notre monnaie, on peut garder la monnaie des singes que nous avons, le franc CFA, pour faire les courses, pour aller acheter les beignets, les haricots ou bien le riz, et qu'au niveau international, là où on gagne de l'argent pour faire des échanges au niveau international, qu'on ait une monnaie qu'on ne peut pas nous empêcher de l'avoir. C'est la crypto-monnaie. C'est la seule façon d'aller très rapidement
et les introduire dans le marché et travailler avec tout le monde. Avec la crypto-monnaie, vous pouvez acheter des choses directement en Chine, au Japon, dans les pays eurasiens, en France, aux États-Unis et dans des pays africains. Et là, il n'y aura pas la Banque mondiale pour nous emmerder. Il n'y aura pas le Fonds monétaire international pour nous emmerder. On n'aura pas les agences de notation pour nous emmerder. Et donc, c'est une façon plus simple pour les Africains d'avoir leur monnaie. La deuxième chose, on va vous dire, oui, quand vous avez la monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le développement de l'Afrique. Et pour faire le développement de l'Afrique, il ne faut pas seulement de l'argent, il faut aussi des cerveaux. Les cerveaux, on le trouve en Afrique et on trouve aussi les cerveaux en Europe. C'est pour cela qu'il est nécessaire que les Africains qui vivent en Europe et qui maîtrisent des technologies, de faire un transfert de technologies en Afrique. Ça veut dire que tous les intellectuels africains qui travaillent en Europe, aux États-Unis et dans le pays doivent faire des cours en Afrique. Moi particulièrement, je consacre une grande partie de mon temps à récupérer les étudiants pour qu'ils viennent faire leur PhD, le doctorat chez moi, les pays africains, et disposer aussi à faire un transfert de technologie. On va en parler dans ce domaine. La troisième chose qui est aussi très importante pour le développement de l'Afrique, c'est l'Union africaine. On veut faire un État fédéral en Afrique. Et l'État fédéral en Afrique, ni les États-Unis, ni l'Europe, personne n'acceptera qu'on fasse les États en Afrique. Mais nous, on peut le faire avec la population. On ne peut pas empêcher un Malien d'aller au Burkina Faso et d'y s'y installer ou de faire le business. Ni un Ivoirien d'aller au Sénégal, ni un Camerounais d'aller au Gabon. Il faut enlever toutes ces barrières. Ça veut dire qu'il faut prendre le devant de nos chefs d'État. Il faut les aider parce que nos chefs d'État n'ont pas le pouvoir de le faire. La population croit que les chefs d'État peuvent le faire, mais ils n'ont pas le pouvoir. Donc, la population peut aussi commencer à faire certaines actions pour le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique ne va pas commencer par le haut. Ça fait des siècles qu'on attend. Et depuis les années 50, on attend toujours que le feu vert vienne en haut. Le feu vert ne viendra jamais en haut. Le feu vert viendra en bas. Il faut que c'est la population, la jeunesse africaine, les intellectuels africains, le peuple africain prennent leur destin en main. Et là, il y a des outils et des voies à prendre. Ça, c'est à peu près quelque chose de l'introduction. Mais je vais vous parler de la santé en Afrique. C'est mon domaine. J'ai toujours l'habitude de dire avec les gens avec qui je travaille ou à mes étudiants ceci. Ce que je sais, c'est ce que je fais. Ce que je sais, c'est ça que je fais. Et c'est ce que je fais que j'enseigne à l'université. Et c'est ce que j'enseigne que je conseille. Donc, ce que je vais vous parler, le domaine de la santé, plus particulièrement le domaine de la pharmacie, c'est parce que je le sais. Je sais bien ce domaine, comment ça marche. J'enseigne les techniques pour le développement dans ce secteur et donc je peux me permettre, si vous le voulez, de vous donner des conseils. Alors, si on revient dans le domaine de la santé, nous savons que la santé en Afrique, ce n'est pas la même santé en Europe. Les fondements même de la santé en Afrique ne sont pas les mêmes que les fondements de la santé en Europe. Je vais prendre deux exemples et puis on va aller dans le détail. En Afrique, quand on soigne l'homme, on le regarde dans son entité. On regarde l'homme physique et l'homme spirituel. C'est pour cela qu'on dit que la santé africaine est une santé holistique. Ça regarde l'homme dans toutes ses dimensions.
Vous allez voir un médecin traditionnel africain, il va vous dire, ah, vous êtes malade parce qu'on a envie de vous manger dans la sorcellerie. Vous allez à l'hôpital, on fait toutes sortes de visites, on ne voit rien. Et lui, il sait qu'on est en train de vous manger dans la sorcellerie. Les Européens ne comprennent pas. Moi, je suis européen, mais je suis d'origine africaine. Je sais comment ça se passe. Et il va prendre des plantes, il vient vous soigner avec des plantes. On dit, ah, j'ai bloqué le processus. Et j'ai assisté à des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'on soigne quelqu'un de malade sans le toucher, par des incantations et tout, et la personne est guérie. Ça, ce n'est pas l'homme somatique, c'est l'homme spirituel. Il y a des maladies qui ne sont pas des maladies somatiques en tant que telles, mais des maladies fonctionnelles qui peuvent être des maladies d'une façon spirituelle. Donc, ce côté africain, il ne faut pas l'écarter dans le verre de la main en disant que ce n'est pas la science. Quand les gens ne comprennent pas comment ça marche, les gens ont tendance toujours à écarter en disant que ça, c'est la sorcellerie, alors que ce n'est pas la sorcellerie. Deuxièmement, lorsque j'étais petit et que je vivais avec mes parents et mes oncles, la santé africaine est basée sur le soin de la santé et pas le soin de la maladie. Alors qu'en Europe, on soigne la maladie, on ne soigne pas la santé. Et c'est maintenant que les Européens viennent de comprendre qu'il ne faut pas soigner la maladie. Quand quelqu'un devient malade, c'est très tard. Il faut éviter que quelqu'un tombe malade. Parce que quand il devient malade, ça devient un coût énorme pour la société. Une maman qui est malade, qui ne peut pas aller travailler, non seulement elle ne gagne pas d'argent, elle ne s'occupe pas des enfants, elle n'accompagne pas les enfants à l'école et les gens ne mangent pas à l'heure parce que maman est malade. Ça bouleverse tout le pan de la société. Et donc, la meilleure chose, c'est d'éviter que la maman soit malade. Et les Américains font la différence entre healthcare, le soin de la santé, et sickcare, le soin de la maladie. Donc, la médecine africaine est basée dessus. C'est pour cela qu'on vous dit, une femme qui est enceinte en Afrique, pour ne pas perdre son bébé, on lui dit qu'il faut manger les feuilles de desmodium plus le cœur de palmier régulièrement. Parce qu'on sait que si elle fait ça, elle ne va pas avoir de contraction et elle risque de pousser son fœtus. C'est dans notre science, on le sait. Donc la médecine du futur que les Européens et les Américains vont adopter, ils l'ont adopté même, c'est cette sorte de médecine, une médecine qui empêche l'homme de devenir malade, qui soigne les gens. Mais eux, ils ont pris le côté pervers de la chose. Et je vais vous dire pourquoi ils ont pris le côté pervers de la chose. Parce qu'ils ont mis en avant certaines choses comme le vaccin qui détruit l'immunité et non de renforcer l'immunité. Donc, ils ont mis le pognon dedans. Et c'est ce qu'on appelle l'argent. Donc, si on revient dans la notion de la médecine du futur, la médecine du futur, c'est ce qu'on appelle la médecine des 4 P. Les Africains le savent. Une médecine de 4 P. Pourquoi 4 P? Le premier P, c'est une médecine prédictive. Prédictive, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, je veux prendre un exemple, le cancer des seins, par exemple. On sait que les femmes qui ont le gène BRCA1, BRCA2, ont la probabilité possible de développer un cancer de sein est excessivement élevée. Et donc, vous allez voir les actrices américaines, les gens qui ont ce gène prédominant, on coupe les seins. En disant que vous avez déjà fait des enfants, on enlève votre sein pour éviter de développer un cancer de sein qui va vous tuer. Ça, c'est l'exemple même de la médecine prédictive. Mais nous avons aussi cette médecine en Afrique
Moi, j'ai vu ma grand-mère, chaque fois qu'on venait, le cousin qui était costaud comme moi, elle disait qu'elle les enlevait de l'eau dans le corps. On faisait une sorte de repas et on prenait des lianes qu'on donnait à boire aux enfants. Et puis, ils perdaient le poids, ils devenaient secs et durs et fermes. Parce qu'ils disent que quand tu as le poids, la probabilité d'avoir des maladies comme la maladie de cœur, comme l'hypertension est très grande. C'est ça, la médecine prédictive. En Afrique, et les Européens aussi ont compris, ils vont faire ce qu'on appelle le deuxième P, qui est la médecine personnalisée. C'est pour cela qu'on développe ici, en Europe, la médecine personnalisée. Je vais vous prendre un exemple. On dit en Europe que tous ceux qui sont obèses vont développer le diabète ou ils ont un taux de cholestérol élevé. C'est faux. Et parfois, on dit que puisqu'ils sont costauds, ils vont avoir des maladies cardiaques. C'est faux. Il y a des gens qui sont costauds, qui ne sont ni diabétiques, ni le taux de cholestérol élevé, et qui n'ont pas la possibilité d'avoir des maladies cardiaques. Ce n'est pas parce que les gens qui sont costauds ont tous ces problèmes qu'il faille donner à tout ce monde le même traitement. Et donc, il faut faire un certain balayage pour savoir quels sont les gens qui sont sujets à une maladie, à cette prédisposition pour les soigner. Ce n'est pas l'Europe qui nous a appris ça. En Afrique, on le sait très bien. On le sait pourquoi? Parce que dans toutes les traditions africaines, quand vous allez voir une grand-mère ou un grand-père médecin traditionnel ou pédiatre qui soigne quelqu'un en Afrique, si vous avez la même maladie et que vous êtes une personne âgée, que vous êtes un enfant qui a 20 ans, 25 ans, ou vous êtes une femme enceinte, on ne vous donne pas le même traitement. Alors que vous avez la même maladie, on sait que certaines personnes âgées ne résistent pas à certains types de traitements et que les femmes enceintes ne doivent pas prendre ce type de traitement parce que, et pourtant, vous avez la même maladie. C'est ça qu'on appelle aussi une médecine personnalisée. Ce n'est pas les Européens qui nous ont appris ça. Ensuite, ils ont mis le troisième P, qui est une médecine préemptive. La médecine préemptive, c'est quoi? Si vous regardez bien des Européens, ils vont vous dire que dès qu'on trouve les virus de papillomavirus au niveau du col de l'utérus d'une femme, elle va développer le cancer de l'utérus. Et les laboratoires pharmaceutiques ont profité pour mettre des vaccins. Et ils ont rendu les filles légumes à 14 ans. Ce sont les filles qui sont des légumes qui ne peuvent plus marcher, qui ont perdu toute vie. Alors qu'en Afrique, nous, on sait comment le faire. Et dans mon laboratoire, j'ai développé le cupidon de Pawan. Le cupidon de Pawan, par exemple, ce n'est pas ma recette. C'est la recette que mon arrière-grand-mère et les grand-mères donnaient aux femmes, les femmes du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale. C'est un secret de femmes. Quand une femme venait d'accoucher, on faisait la toilette intime. Non seulement ça permettait d'enlever tout ce qui est infection, mais ça rendait le vagin plus élastique et plus ferme. Et donc, quand j'ai commencé, ma mère pas me donner la solution, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec tu es un homme? Ça, c'est pour le secret des femmes. J'ai pris ça de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Tu n'as pas à connaître ça. J'ai dit non, maman. Il y a des gens qui veulent se soigner. On ne peut pas garder ça comme le secret des déesses, mais ce sont des gens qui doivent faire. Et quand j'ai fait des analyses, j'ai trouvé que dans les mêmes plantes, il y avait des puissants antiviraux, il y avait des antifongiques pour les champignons, et il y avait des antibactériens. Ça veut dire qu'en faisant la toilette intime, les femmes faisaient les toilettes intimes, elles pouvaient détruire non seulement la flore vaginale, mais aussi ces virus et ces champignons. C'est pour ce qu'elles n'avaient pas de maladies sexuellement transmissibles.
parce que les femmes savaient utiliser ces choses-là. Donc, pourquoi aller faire un vaccin qui va vous détruire alors qu'il suffit de prendre une poire et de faire la toilette intime avec le cupidon de Paouin, par exemple? Non seulement vous avez un renversement de la muqueuse vaginale, mais aussi vous protégez contre les cystites et toutes ces infections. Ça, c'est la médecine africaine. Et enfin, le quatrième P, c'est la médecine participative. Et pour la médecine participative en Europe, ce n'est que l'État qui peut faire la médecine participative. Je prends un exemple. On vous dit qu'il ne faut pas fumer dans les lieux publics parce qu'il y a des gens qui peuvent attraper le cancer de poumon alors qu'ils ne sont pas des fumeurs. On dit que les jeunes ne doivent pas aller acheter de l'alcool et on met dans les paquets de cigarettes, le tabac tue, ainsi de suite. Donc, c'est dit que l'État, et si vous allez voir même en Europe, par exemple, ils ont mis les taxes sur le sucre, le gaz, les taxes sur les sodas. Parce qu'à force de boire des sodas, les Coca-Cola, qui sont nocifs à grande quantité, vous pouvez développer le diabète plus tard. Et quand vous vous rendez compte qu'en Afrique, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne boivent pas de l'alcool. Moi, j'en bois. C'est ça. Qui se disent qu'ils sont musulmans, qui ne boivent pas d'alcool. J'ai vu mes amis dans des pays musulmans, pendant que moi, je voulais boire une bière fraîche, ils prenaient du Schweppes, par exemple. Et par jour, ils pouvaient enfiler 8 à 10 bouteilles de Schweppes. Et quand vous regardez dans une seule bouteille de Schweppes, il y a l'équivalent de 11 morceaux de sucre. Plus ils sont riches, plus ils consomment 11 morceaux de sucre. La probabilité de développer le diabète est très grande. Donc, en Afrique, par exemple, on devrait interdire tous ces boissons sucrées, les Schweppes et toutes ces choses-là, parce que ça entraîne le diabète et d'autres maladies. Donc, ça, c'est la médecine africaine. Je ne vais pas aller dans les détails parce que sinon, je ne veux pas continuer ce que je voulais. Cela veut dire que tout ce qui est en Afrique est potentiellement bon et que nous avons à développer des choses. Dans mon laboratoire pharmaceutique, par exemple, je ne développe que les médicaments avec des recettes africaines. Et on dit souvent qu'en Afrique, on n'a rien. Et imaginez qu'on vend plus de produits en Europe qu'en Afrique, alors que ce sont des Africains qui doivent faire. C'est une seule façon, moi je pense que c'est la meilleure façon de développer notre pharmacie et de gagner de l'argent et de les importer et d'attendre des solutions européennes. Alors, on va parler du Covid. C'est très intéressant parce que c'est ça qui fait l'actualité. Les Européens n'ont pas de solution. Les laboratoires pharmaceutiques font des pressions. Et les maigres solutions qu'ils ont, les gens qui veulent se faire le bon, comme on dit, ils essaient d'empêcher cette solution de se mettre en face. Pendant que l'Europe n'a pas de solution, l'Afrique a des solutions, mais les Africains ne le savent pas. Parce que nos dirigeants ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir que nous avons des solutions. Parce que l'Africain est habitué à acheter ce qui vient en Europe, même si c'est un poison, alors qu'on a des solutions. L'Afrique n'a pas mis depuis des années que je fais le tour en Afrique pour mettre en place des structures pour faire face à la situation actuelle. Les pays africains ne se sont pas préparés pour ça. Et donc la situation est grave et en même temps nous avons une possibilité énorme de vanter notre médecine. Les Européens le savent déjà. J'ai dit plus de 75% des médicaments vendus sous forme chimique viennent d'abord de plantes. On transforme les molécules en ajoutant les radicaux et puis faire de nouveaux médicaments, conversion de nouveaux médicaments, alors que les molécules de base viennent des plantes médicinales. Donc, je veux dire qu'on a une possibilité de faire quelque chose et de profiter. Surtout de dire à nos dirigeants que voilà l'occasion.
mais je ne suis pas très sûr qu'ils vont faire quelque chose. Et donc, c'est pour cela que j'ai l'habitude de m'adresser directement à la population africaine. Alors, je ne veux pas venir vous définir ce qu'on appelle le Covid-19, mais on appelle déjà ça la Covid-19, comme ils vont donner tous les noms qu'ils veulent, qui est dû à un virus qu'on appelle SARS-CoV-2 et qui entraîne tout ce qu'on vous rabâche dans la télévision. Je ne veux pas revenir dessus. Je ne veux pas aussi non revenir sur le débat sur la chloroquine, parce qu'on a montré que ça marche quand c'est très tôt, mais quand c'est très tard, ça ne marche pas. Mais comme ça coûte moins cher, ça fait des dégâts dans tout le domaine. Et donc, partout en Afrique, parce que les Européens ne peuvent pas apporter des solutions, il y a des solutions officielles, des solutions officieuses et des gens qui se soignent sans le dire. Parce que la variété de cette maladie, c'est que plus de 80%, à peu près 80% de personnes peuvent guérir sans développer de formes graves. Et vous voyez que le peu qui reste, les formes sont tellement graves qu'ils en meurent. Et puis ça tue aussi les gens qui sont un peu âgés, qui ont de l'argent, qui ont des chefs de famille et qui négligent aussi des solutions traditionnelles. L'Afrique peut faire face à cette pandémie. Mais comme d'habitude, les dirigeants africains et ceux qui décident en Afrique regardent plutôt ce qui passe en Europe et ils vont prendre copier. Je prends l'exemple, le confinement. On ne vit pas comme les Européens. On n'a pas les mêmes repères. Ceux qui font les mathématiques savent, on n'a pas le même domaine de définition. Quand vous cherchez à résoudre des équations dans un domaine de définition, même si vous avez une logique dans la résolution de cette équation, l'équation est faute. Disons, la réponse n'est pas adéquate, elle est fausse parce que vous êtes trompé de domaine de définition. Il fallait que nos chefs d'État et les Africains prennent des mesures en fonction de la réalité du pays. Nous ne sommes pas les Européens. Ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas nous tuer. Il y a une grande différence entre ceux qui vivent en Afrique et en Europe. Pourquoi? On n'a pas le même système immunitaire. L'immunité de celui qui vit en Europe, les défenses immunitaires de celui qui vit en Europe ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent en Afrique. Et on sait bien que cette maladie, il y a une grande composante immunitaire, pour ne pas dire presque la totalité, et il y a des variétés, ce qu'on appelle les composantes bactériennes. Et surtout les bactéries qui sont dans le tube digestif, on parle de Provotel, par exemple. Mais aussi, si on regarde de ce côté intestinal, on ne mange pas la même nourriture qu'en Europe. Donc, on n'a pas le même microbiote en Europe. Donc, le développement de la maladie et le choc, ce qu'on appelle l'orage de cytokines, n'est pas la même chose qu'en Afrique. Parce que la flore intestinale est tout à fait différente. Non seulement on n'a pas la même immunité, non seulement la flore intestinale n'est pas la même parce qu'on ne mange pas le même repas, on ne vit pas de la même situation. Donc, ce qu'on appelle le microbiote est tout à fait différent. Et puis aussi, la population africaine est plus jeune que la population européenne, donc plus résistante à la maladie. Et quatrième avantage que nous avons en Afrique, c'est que nous sommes habitués aux pandémies par rapport aux Européens. Et nous, en Afrique, il y a certaines choses qui tuent plus que cette maladie. La famine, par exemple, le paludisme, par exemple. On a connu Ebola, on a connu le choléra. Notre organisme n'est pas la même chose. Et le quatrième avantage que nous avons et que les Européens n'ont pas, c'est que nous avons encore une médecine traditionnelle qui est très puissante. Vous vous rendez compte, la forêt du bassin du Congo, en variété médicinale, est plus riche que la forêt amazonienne.
Et en Afrique, les gens ont gardé le secret par le soin des plantes par rapport aux gens de l'Amazonie. Donc, ce sont des avantages que nous pouvons développer et explorer. C'est pour cela que j'ai participé, en fait, c'est moi qui suis à peu près le coordonnateur maintenant. On a rassemblé des chercheurs de toute l'Afrique et beaucoup des Européens pour faire un comité scientifique. Un comité scientifique fait par des chercheurs renommés dans le domaine de la science de la santé et du vivant, des gens qui ont déjà une certaine expérience, parce que les Africains ne sont pas satisfaits du comportement de l'OMS. Alors cet organisme que nous avons créé, ce comité, ce n'est pas là pour lutter contre l'OMS ou contre les autres pays, mais c'est pour donner aux Africains des réponses claires pour tout ce que nous sommes en train de faire. Les Africains n'ont pas de réponse. Ils veulent avoir des réponses pour certaines questions. Ils veulent avoir l'arbitrage pour prendre des décisions. Et c'est pour cela que nous avons créé cet organisme. Et dont on demande aux Africains de participer pour nous soutenir. On l'appelle le comité scientifique pour résoudre les pandémies en Afrique. Et dans bientôt, on va vous diffuser notre site. Vous pouvez voir les membres, vous pouvez voir les projets. Alors, ce qu'il y a à faire en urgence, c'est de tester les solutions africaines. Il y a beaucoup de solutions africaines. Il faut les tester. Les produits qui ne sont pas connus, il faut faire les tests de toxicité pour dire que ce produit, si ce n'est pas efficace, ce n'est pas quand même toxique pour l'homme. C'est la priorité. Et donc, on va demander à la population africaine de participer pour nous accompagner parce qu'on aura besoin de l'appui. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est que les solutions qui existent aussi en Afrique, de lancer à peu près les tests cliniques pour savoir si ces solutions sont adaptées pour lutter contre la COVID-19, comme on le dit. Donc, n'oubliez pas, chers amis, que l'histoire nous a montré que des pandémies de ce genre se font en 3 phases. Il y a la première phase, ce qu'on appelle la première vague, c'est ça que nous vivons. Normalement, si on ne fait pas attention, il y aura une deuxième vague qui sera parfois plus mortelle que la première vague. Et la troisième vague est toujours moindre. Donc, c'est pendant la première vague qu'il faut se faire des armes pour pouvoir attaquer la deuxième vague qui risque d'arriver incessamment. Donc, il faut absolument qu'on prenne ces situations au sérieux. Donc, en Afrique, il y a des solutions qui ont déjà fait la preuve. Moi-même, j'ai mis au point la fagaricine, il y a de cela 17 ans, pour renforcer l'immunité des gens qui avaient le VIH. Et on a montré que la fagaricine, en renforçant l'immunité, on pouvait bien lutter contre Ebola. Les médecins qui l'ont testé en Guinée peuvent vous en dire plus. On a eu de très bons résultats. Et même avec le Covid, on a montré qu'en renforçant les défenses immunitaires des personnes à risque pour tout le monde, on pouvait éviter la phase grave de la maladie. Alors que si vous prenez la fagaricine, vous pouvez attraper la COVID-19, comme on le dit. Avant, c'était le COVID-19, mais vous avez une simple grippe qui fait 3 jours, comme toutes les autres grippes, parce que vous avez renforcé les défenses immunitaires. Et il y a de cela 8 ans,
que j'avais anticipé, que nous avons mis au point un produit qu'on appelle actifomycide. Et quand on regarde le spectre, parce qu'on avait combiné deux plantes à large spectre d'antibiotiques, on se retrouve avec un produit plus puissant que l'azithromycine. Et on l'a en Afrique, qui ne coûte rien. Donc, si vous voulez soigner la composante bactérienne avec ce produit existe. Et le produit coûte excessivement moins cher. Donc, c'est pour vous dire qu'en Afrique, on a des solutions. On a des solutions qui peuvent nous permettre non seulement d'avoir assez de moyens pour lutter contre cette maladie, mais aussi pour lutter contre les maladies à venir. Mais le malheur, c'est que chaque fois que les Africains font des efforts pour mettre au point des médicaments, au lieu que les Africains achètent ce produit et développent la pharmacie africaine, ils vont acheter des produits qui vont les tuer et qui ne vont rien les amener. Mais comment voulez-vous que l'industrie pharmaceutique se développe en Afrique si les Africains ne prennent pas de solutions qui sont autorisées par le ministère de la Santé, bien que ces produits soient fabriqués en Europe, qui sont de qualité supérieure et qui ont fait leurs preuves? Vous vous rendez compte que les gens meurent du Covid, alors que dans des pays comme le Cameroun, au Tchad et dans tout, on trouve la fagaricine. Qu'est-ce qui empêche des gens d'aller prendre ce produit? Alors que les gens trouvent des typhomycines. Qu'est-ce qui empêche des gens d'aller prendre ce produit? Vous vous rendez compte qu'on dirait que c'est nous qui ne voulons pas aller vers le développement. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit aussi mettre en place une vraie recherche africaine dans le domaine de la santé. Et quand je parle de la recherche africaine, c'est qu'on a besoin de plusieurs autres médicaments. Si on a plusieurs médicaments qui peuvent aider à lutter contre la même maladie, parce que la maladie est virale et que le virus peut muter bactérienne et que les bactéries peuvent devenir de plus en plus résistantes, on a besoin de toute une gamme de maladies. Et là aussi, on a une force terrible parce que on a des choses et une philosophie dans le domaine de la santé que les Européens n'ont pas. Je vais vous expliquer des choses aussi simples. J'ai fait toutes mes études universitaires ici. Et quand on étudiait la pharmacologie, les médicaments, en Europe, chaque médicament est fait d'une molécule. C'est maintenant qu'on commence à associer deux molécules génériques. Parce que pour développer un médicament, il faut à peu près 1,2 milliard. Et ça dure à peu près 12 ans. Ça coûte excessivement cher. Et ce n'est plus rentable. C'est pour cela que les gens qui finançaient l'industrie pharmaceutique, parce qu'ils avaient des avantages, fuient maintenant, parce que la chimie ne paye plus. Tout le monde migre vers les médicaments biologiques et les biosimilaires, parce qu'on ne peut pas les copier, parce qu'ils sont faits par les cellules vivantes ou les animaux, et parce que ce qui ressemble à ces médicaments, on les appelle les biosimilaires. Donc, ce sont des médicaments qu'on ne peut pas copier. Et ce sont des médicaments qui coûtent excessivement cher, que les Africains n'auront aucune chance de les avoir. Même si on vous donne des subventions, vous vous rendez compte que pour l'hépatite C, le traitement en France coûte autour de 22 000 €, alors que nous avons Bietactovir. C'est parce qu'on peut alterner. Ça veut dire que si on a une formule qui marche au Maroc et qu'on descend au Congo, et au Congo, on ne trouve pas exactement les mêmes plantes, mais on trouve les mêmes plantes qui ont les mêmes propriétés physiologiques, on peut les mettre dans une formule pour avoir le même effet. Combinatoire, c'est quoi? C'est l'art de combiner dans une même formule de plantes. Et nos ancêtres ont maîtrisé ça. Et donc, c'est pour cela qu'on dit souvent que nous, on ne base pas le développement de nos médicaments sur la notion de ligand récepteur, mais
sur les faits physiologiques. Les Européens n'ont jamais compris comment ça marche, alors que nous, on le maîtrise depuis des siècles. Et quel est l'avantage de cette méthode? L'avantage de cette méthode, c'est peut-être, et pas peut-être, c'est pour lutter contre les maladies les plus complexes qu'on n'arrive pas à soigner facilement en Europe. Je prends un exemple du cancer, le cancer. Et quand vous faites des études sur le cancer, on va montrer que pour un cancer, il y a des sous-types de cancer. Et dans chaque sous-type de cancer, il y a plus de 12 voies moléculaires qui suivent. 12 voies. Et sur les 12 voies, on trouve encore qu'il y a les interactions de centaines de molécules. C'est pour cela que tous les chercheurs vous le diront. Lorsqu'on trouve un médicament in vitro au laboratoire qui marche sur les cellules cancéreuses, quand vous allez l'essayer sur l'être humain ou sur l'animal entier, ça ne marche pas. Et là, ceci pour 98% de plantes à 95%. Et les 5% d'autres, on les enlève parce que c'est toxique. Parce que quand j'étais étudiant, on nous avait dit que si vous maîtrisez la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, on peut aller soigner la maladie au fin fond de la molécule de l'être. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la solution de cancer. Et donc, nos parents soignent certains cancers. Et on le soigne sur l'animal entier, sur l'homme. Alors que quand on fait les études in vitro, parfois, on ne trouve pas les bons médicaments. Deuxièmement, ce qui fait polémique aujourd'hui, c'est le paludisme. On a laissé les Européens et les Américains dire qu'ils vont nous soigner l'OMS du paludisme pendant des années. Si on se basait sur les Européens et les Américains, parce que vous voyez, le paludisme était aussi en Europe, mais ils ont détruit tout ce qui causait le paludisme en Europe. Maintenant, c'est en Afrique. Ceux qui naissent ne savent pas qu'il y avait le paludisme en Europe. Maintenant, c'est une maladie en Afrique. Si on attendait de la quinine, de la chloroquine et tous ces médicaments, si les Africains ne sont pas vivants, c'est parce que beaucoup de gens se soignent par les plantes. On a montré que lorsque vous utilisez l'ensemble de la plante, ce qu'on appelle le totum de la plante, qui a à l'intérieur des milliers, des centaines ou plusieurs molécules, le totum d'une plante est plus efficace que toute seule molécule. Mais comme on ne peut pas mettre un brevet sur une plante, un extrait de plante, parce que ça appartient à l'humanité, le totum, les laboratoires développent des médicaments chimiques. C'est ça qui les rapporte. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a une fausse campagne contre l'artémisia. L'artémisia marche excessivement bien et ce n'est pas toxique pour les êtres humains. Mais on a envie de réduire la population en Afrique parce qu'il y a quand même plus de morts en Afrique à cause de ça. Parce qu'on ne veut pas que ces gens se soignent. On a des plantes. On a des plantes qui soignent du paludisme et les gens guérissent. Sinon, nos ancêtres seront tous morts aujourd'hui. Si moi, je ne suis pas vivant, parce que tous nos ancêtres ont eu le paludisme. Parce que le paludisme a plusieurs étapes de développement. Dans la nophèle, moustique mâle, et chez l'être humain, avec un cycle érythrocytaire, exo-érythrocytaire, et un cycle érythrocytaire. Ça veut dire qu'avec beaucoup de cycles, un cycle dans le foie, les globules rouges, vous voyez que c'est très complexe. Et pour y arriver, ce n'est pas une seule molécule qui va arriver. C'est pour cela qu'à chaque fois, il y a la résistance. On a fait premier médicament, deuxième médicament. Maintenant, on dit de mettre ACT, artémisine, plus d'autres molécules. Ça, c'est tant de conneries. Alors qu'on a montré à Laozi, avec mon ami Batango qui avait fait l'expérience, en mettant des plantes médicinales pour soigner le paludisme et en les alternant tous les 3 ans, tous les 4 ans, en prenant d'autres plantes, on pouvait éradiquer le paludisme. Donc, on a des solutions. Il faut que les Africains commencent à prendre des solutions. Donc, pour les maladies aussi complexes qui sont dues à plusieurs facteurs comme le cancer, comme le paludisme, c'est là que la polyphytothérapie alternative et combinatoire peut jouer un rôle énorme. Donc, il faut qu'on applique aussi cette technique au développement des maladies. Donc, le groupe que nous avons formé, qui est un groupe de chercheurs
nous allons nous attaquer non seulement à essayer de trouver des solutions pour les pandémies qui existent, mais à mettre en place un système de veille pour qu'on puisse développer les médicaments du futur d'Afrique. Mais on ne peut le faire qu'avec la participation des Africains. C'est celui qui paye, c'est celui qui demande le compte. Si vous voulez être un peuple indépendant, il faut participer pour qu'on avance ensemble. L'Union africaine ne peut pas prendre des décisions parce qu'ils sont financés par l'Union européenne. Ils sont eux qui leur donnent de l'argent. Si on vous donne de l'argent, vous ne pouvez pas faire autrement que de respecter ce que les gens qui vous nourrissent vous disent. C'est pour cela qu'aussi on accuse l'OMS en disant que l'OMS prend des décisions, oui, mais qui finance l'OMS, ce sont des laboratoires pharmaceutiques. Ils n'ont plus d'argent parce que les pays ont démissionné, ils ne veulent pas financer, et donc les industries financent l'OMS et ils imposent les règles. Donc, si vous voulez avoir une liberté en Afrique, pensez à arracher cette liberté. Tout s'arrache. Et il faut qu'il y ait une conscience des Africains en disant qu'on a des possibilités, on a des solutions, on a des gens qui peuvent nous conduire, et il y a des gens qui ne font pas de la politique, et des gens qui veulent le développement en Afrique. Et vous allez voir, ça va plus loin que ça. Avant, quand on voyait un Chinois, on disait les chinoiseries. Mais les chinoiseries maintenant, ils sont plus puissants économiquement que les Américains maintenant. Partout, ils vont les respecter. Mais comment voulez-vous qu'on vous respecte alors que vous êtes des esclaves? Vous n'arrivez pas à prendre la main. Nos chefs d'État, même s'ils ont la volonté de faire quelque chose, ils sont ligotés. Et donc, je le dis, la révolution en Afrique ne viendra pas de haut. Ça viendra par le bas. Et la dernière fois que j'ai discuté avec un chef d'État, il m'a dit, monsieur, quand j'étais dans l'opposition, je ne savais pas ce qui se passait. Je voyais les choses d'une façon parcellaire. Mais quand je suis devenu chef d'État et j'ai découvert les contrats qu'on a faits, les clauses qui nous lient avec les Européens, tout ce qui a été signé, c'est au-delà de ma force. Et nous, on est conscient qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Et chaque fois qu'un chef d'État écarte les genoux pour laisser passer un noir ou un de ses concitoyens en lui donnant les moyens de développer l'industrie, de faire quelque chose de bien parce que lui-même il a les mains liées, celui-là se retourne contre lui, il fait de la politique puisqu'il a l'argent, il veut briller plus que le soleil. Et donc on est obligé de l'éteindre. Partout, les chefs d'État africains veulent les gens d'affaires pour faire des affaires et développer le pays parce qu'ils savent qu'ils ont les mains liées. Et chaque fois qu'on met de l'argent entre les mains d'un Africain, on le crée de toutes pièces, il devient un but de sa personne. Il ne fait plus ce qu'on lui demande de faire. À la limite, il veut devenir président de la République. Et on échoue. Donc, je dis aux Africains, ne comptez pas sur les hommes politiques. Ils vont nous suivre. Comptons sur la population africaine. Oui. Apprenons à être solidaires. Très bien, professeur Eto'o. Donc, j'ai deux questions à vous poser avant que vous ne concluiez votre très brillant exposé. La première question, c'est où peut-on trouver la fagaricine? La fagaricine est simple. Au Cameroun, le vend en pharmacie, ou vous allez dans le site, si vous allez dans le monde entier, vous allez dans notre site www.etobiotech, en un seul mot, etobiotech.com. Vous avez tous nos produits et vous pouvez commander partout dans le monde et on vous l'envoie. Ça, c'est parfait. C'est retenu et nous allons mettre ça sur notre site, le lien de votre site. La deuxième question, c'est quel est le lien qui va exister entre votre organisation africaine de la santé et l'OMS d'une part, et d'autre part avec les ministères de santé des pays? En fait, avec l'OMS, on pourra faire ce qu'on appelle une collaboration. On s'assoit autour d'une table. S'ils ont quelque chose à nous proposer, on vérifie si c'est bien pour nos peuples, parce qu'on ne veut pas travailler ni pour les laboratoires pharmaceutiques, ni pour l'OMS. Je prends un exemple, le vaccin. Alors, on sait qu'il y a certains vaccins qui sont excessivement dangereux, dont le taux de l'union est 40 fois ce qu'ils doivent avoir, les doses toxiques.
Et comme le vaccin ne se vérifie plus, ce sont des médicaments qui ont des barrières. Ceux qui développent le vaccin, ils vous amènent le vaccin et ça peut être très dangereux pour nous. À nous d'analyser et dire qu'à la population africaine, on a analysé ce produit, c'est très dangereux. Ça ne nous va pas. Et nous, par rapport au chef d'État africain, au ministère de la Santé en Afrique, on peut servir ce qu'on appelle de conseil. Parce que nous ne sommes pas l'État. Quand ils ont un problème, ils peuvent nous dire, vous êtes des professionnels. Moi, je n'ai pas autour de moi ou autour de nous des gens aussi qualifiés. Les professeurs anciens du médicament ne courent pas dans la rue. J'ai posé ça la question au ministre il y a de cela un an. J'ai dit, depuis que vous êtes né, monsieur le ministre de la Santé, depuis que vous êtes né, vous avez 60 ans, vous avez déjà vu un professeur de la santé. Est-ce que vous avez déjà vu un noir qui crée des médicaments qui les vend en Europe de toute votre vie? Il n'en a jamais vu, alors que c'est un ministre de la Santé. Donc, dans le groupe, on a des gens solides qui peuvent aider les choses. Donc, on peut se servir d'expertise. Quand les gens n'ont pas d'expertise, ils nous demandent l'expertise. Je prends l'exemple des solutions des gens qui trouvent des médicaments qui contre le Covid. Mais il faut bien faire l'expertise. Et dans nos ministères de la Santé en Afrique, ils n'ont pas des gens capables de le faire. Ils vont dire qu'ils ont mis des chefs de cabinet, ils ont mis des directions, mais ces directeurs-là ne sont pas des gens qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés. Ils vont dire qu'ils vont faire et ils vont noyer le poisson parce qu'on fait toujours ce qu'on appelle le pourrissement. Ils n'ont pas de qualifications scientifiques pour mener des études. Là, ils peuvent dire que nous ne savons pas faire ça. Aidez-nous, accompagnez-nous. Et ça, c'est notre rôle. Parce que s'ils disent à l'OMS, il va penser à leurs intérêts, pas aux intérêts du peuple africain. Très bien, professeur. Donc, c'est un excellent exposé. Donc, est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes pour conclure et donner à tous ceux qui nous ont suivis au moins une chose qu'ils devraient retenir? Alors, merci vraiment de m'avoir invité parce que les gens disent que là où 2 personnes se réunissent pour la science, je viens pour parler à ces gens. La jeunesse africaine, on doit compter sur nous. La révolution en Afrique, le développement de l'Afrique viendra d'en bas, pas d'en haut. Une simple solidarité d'en bas et les gens qui dirigent l'Afrique vont nous suivre. C'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Ça ne sert à rien de pleurer parce qu'il y a un bourreau et il y a une victime. Prenons la place du bourreau, ne soyons plus des victimes. Et Dieu nous a donné tout pour le faire. Au nom de l'Institut d'analyse stratégique EPIRA, je vous remercie et je demande aux éditeurs de rester quelques secondes pour que le secrétaire général conclue cette brillante conférence. Donc, je passe la parole au secrétaire général de l'Institut, M. Pascal Ngolo. Oh, merci Daniel de me passer la parole. Et je dois particulièrement remercier le professeur Ito pour vraiment cette mastodonte d'informations qu'il a bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Alors, donc, je suis le secrétaire général de l'IPERA Institute of Strategic Analysis et en même temps, je suis responsable des programmes économiques. En fait, KEPERA, c'est un think tank. Donc, un think tank de type ONG. Donc, l'objectif essentiel, c'est de mettre à la disposition des pays africains l'expertise de la diaspora africaine. C'est-à-dire qu'il faut que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains. Et voilà une preuve que le professeur Ito venait de démontrer. J'étais vraiment très émerveillé de toutes les informations que je venais d'avoir. Je ne savais pas que l'Afrique avait autant de potentialités. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et comme je disais tantôt, KEPERA, c'est un think tank, donc c'est une organisation apolitique qui fonctionne comme une ONG. Donc, vraiment, tous ceux qui veulent soutenir cette mission-là, il est possible effectivement qu'ils contribuent quelques montants que ce soit. Donc,
n'y a pas de montant spécifique, même si c'est $1, ça va aider effectivement à cette cause-là. Donc, ils peuvent le faire à travers notre site, kissainc.org, www.kissainc.org. D'accord. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Donc, il ne nous reste plus qu'à remercier le professeur Eto'o. Merci. Il est un joyau pour l'Afrique. C'est-à-dire, quand on a des comités, on doit les mettre en valeur. Et si les gouvernements nous écoutent et les âmes de bonne volonté, parce que c'est à nous les Africains de soutenir nos savants, c'est-à-dire contribuer pour que le professeur Eto'o continue à nous produire des médicaments et des brevets qui pourront nous sortir non seulement de la, comment dire, de la dépendance, mais cela a aussi le potentiel de nous faire gagner beaucoup d'argent sur notre marché. Donc, avec ceci, je dis bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup, professeur. Merci. Merci pour m'avoir écouté. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Merci.